On utilise ce qu'on appelle le champ mental, le champ de nos pensées. Oui. On se focalise sur notre problème et quand on est focalisé, quand on active l'émotion, eh bien là, c'est la stimulation des points qui vient dissoudre cette émotion. Donc il y a deux explications. Hein. Il y a une première explication des gens qui sont dans l'énergétique et qui disent, comme Gary Craig, le fondateur du TFT, qui dit voilà, les autres techniques ne fonctionnent pas bien parce qu'on cherche les problèmes là où ils ne sont pas. Et en fait, toute émotion négative provient d'un blocage dans le circuit énergétique, dans le circuit des méridiens. Et puis, il y a des neuroscientifiques qui disent, bon, bah, peut-être, mais comme on n'a pas la technologie qui nous permet de mesurer les méridiens, de déterminer précisément leur trajet, même s'il y a eu quelques études qui ont tendance à révéler que, effectivement, ça doit exister, les méridiens, ils disent, on va aller chercher la source du fonctionnement de cette méthode dans le cerveau. Et donc, en fait, des études sont faites avec de l'imagerie cérébrale, où on s'aperçoit que lorsqu'on pense à un problème, lorsqu'on s'expose volontairement à un problème, on active certaines zones du cerveau, comme l'amygdale cérébelleuse, et à ce moment-là, le fait de faire cette séquence de stimulation des points, eh bien, on va désactiver justement l'amygdale cérébelleuse, qui est la centrale d'alarme de notre cerveau et donc de l'ensemble de notre corps. De même, si on stimule certains points d'acupuncture, on diminue le débit sanguin dans la zone de nociception, c'est-à-dire de perception de la douleur au niveau du cerveau. Donc, il y a une action... Il y a plein de gros mots comme ça. Il se ramène avec ces gros mots. Ça, c'est juste pour faire intelligent, histoire de dire que on peut faire aussi autre chose que rien. Et donc, oui, c'est ça, hypothalamus, non? Donc, en fait les chercheurs en neurosciences mettent en évidence... Parce que la neuroscience est présente, j'ai l'impression, dans l'EFT. Oui, oui, bien sûr. Il y a des chercheurs, des médecins, des docteurs en épigénétique aussi qui observent l'action des techniques de psychologie énergétique sur le génome. C'est-à-dire qu'on peut changer et transformer une certaine partie de notre ADN en utilisant ces techniques. Alors ça paraît super surprenant, il y a des études intéressantes qui sont réalisées par des gens qui ont la connaissance et qui montrent effectivement... C'est au stade expérimental, c'est pas... Non, c'est pas du tout expérimental, loin de là. On s'aperçoit par exemple qu'une personne qui porterait en elle le gène du cancer. En fait, je vais faire un petit retour en arrière. Pendant très longtemps, on a cru à la prédominance et au déterminisme de l'ADN, c'est-à-dire en fonction de mon ADN, de comment je suis né, eh bien tout est enregistré à l'intérieur de mon corps. Donc si j'ai tel ADN, eh bien, ça détermine toute ma vie, toutes mes maladies, voire même toutes mes pensées. Et puis, il y a certains scientifiques qui se sont dit, ouais, d'accord, peut-être, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que des jumeaux homozygotes qui sont issus exactement du même œuf, et bien dans ce cas-là, ils devraient avoir le même parcours, les mêmes pensées, les mêmes maladies, le même travail, etc. Et en fait, on s'aperçoit sur des études menées à grande échelle au niveau international qu'entre la différence de décès varie de près de 10 ans entre des jumeaux homozygotes. Et qu'en fait, certains, même tout petits, par exemple à l'âge de 3 ans, on observe deux petites filles adorables, il y en a une qui a développé la leucémie et pas l'autre. Or, celle qui a développé la leucémie, elle a eu une amygdalectomie, on l'a opéré les amygdales quand elle avait 6 mois. Et en fait, l'opération a généré un stress, et le stress, par un mécanisme un peu complexe, active le gène du cancer, lui permet de s'exprimer, en fait. Donc ça veut dire que ce qu'on vit, ce qu'on ressent, agit bien évidemment sur notre patrimoine génétique. Et ça, bon, on est en train de le mettre en évidence. Enfin, il y a plein de médecins qui ont déjà dépassé le stade de la médecine telle qu'on la pratique, où c'est une médecine plutôt curative, et on va s'orienter dans les années à venir, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les discussions que j'ai pu avoir avec des médecins, des professeurs, qui disent qu'on s'oriente vraiment vers une médecine de plus en plus préventive, dans laquelle la gestion de nos émotions va devenir prédominante. Pour l'instant, on n'est qu'aux prémices.
Mais les gens qui pratiquent ça s'aperçoivent bien que effectivement c'est vachement bien, quoi. Si on arrête d'écouter que des mauvaises nouvelles, si on arrête d'avoir des mauvaises pensées, eh bien bizarrement on est moins malade. C'est étonnant. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. Si le système immunitaire il fonctionne à plein, eh bien je vais être moins sujet à choper le virus, ou en tout cas à développer le virus, puisque quand il y a une épidémie, s'il y a la grippe, tout le monde a le virus de la grippe. Seulement certaines personnes qui ont un système immunitaire plus faible vont développer le problème. Dans la sexualité, on le voit beaucoup, ça. La culpabilité, la honte, le fait, Oui. en l'occurrence, que beaucoup de femmes ne parviennent pas à leur épanouissement sexuel, c'est lié à cet héritage-là. Et avec le FT, justement, c'est intéressant aussi de travailler... Il y a un lien alors avec la sexualité, on peut On peut interagir. s'en servir sur tout. Et donc aussi sur la sexualité. Jean-Michel, je te vois rigoler. Oui, Heureusement qu'il n'y a je pas un savais. testeur sur Je ton savais compte. qu'elle allait venir. Alors, le poids énergétique. C'était juste une parenthèse. Je pensais au point énergétique. Oui, c'est les zones érogènes. Ça Là. ne marche pas Je celui-là. pense qu'il va falloir couper là, on risque de déraper. Alors, est-ce qu'on peut intervenir justement sur des problèmes de sexualité? Oui, bien sûr. Lesquels? Bien sûr. Bah, en fait, je sais pas, tous. Par exemple, l'éjaculation précoce. par Alors, exemple. ça c'est un grand classique. Ça, c'est la- il y a- c'est la- Moi, j'ai des messieurs, ils arrivent et ils disent voilà, je voudrais arrêter de fumer. Ok, on commence à travailler. Commence par cigarette. La première séance, et puis finalement, on s'aperçoit que. Bon, ils n'étaient pas spécialement motivés. Deuxième séance, on lui dit non, en fait, j'avais un autre petit truc là, c'est l'éjaculation précoce. Alors que moi, ils me le disent tout de suite, tu vois l'avantage. Ah oui, mais toi, t'as un peu marqué Oui, cette non, mais séparation. dans son cas, c'est mieux, parce qu'il faut repayer encore. On peut faire ça si on veut. Les éjaculateurs précoces, on gagne 2 fois. En fait, on va traiter les problèmes sexuels comme tous les autres Pareil. problèmes. Toujours. Donc en utilisant la même technique, voilà. Et puis bon, il y a des spécialistes comme Ouais, Prodi. parce que je mets quand même un petit bémol à ce que tu dis. Oui, il y a des moments où on peut accéder aux problèmes sexuels uniquement par le FT. Moi, je fais... Pourquoi molle le bébé? Parce que pas bédu. Je fais quand même une différence à quelqu'un qui utiliserait mal son corps, qui utiliserait mal sa respiration, qui utiliserait mal les rythmes et le tonus musculaire et qui parviendrait pas à cause de ça à contrôler le réflexe éjaculatoire. Une personne, par exemple, je pense à un homme en l'occurrence, qui avait été à sa première expérience sexuelle, il était très jeune, il avait 17 ans, il avait vécu avec une femme d'âge mûr qui l'avait complètement abîmé en lui disant des choses très désagréables parce que c'était sa première fois et qu'il était intimidé. Et cet homme-là, finalement, il n'a jamais pu avoir une érection. C'est un homme de plus de 50 ans. Il n'a jamais pu avoir une érection à la suite de cet événement-là. Et en fait, en une seule séance de FT, il y a eu enfin, Oui. le travail énergétique a été quand même, émotionnel, pardon, a été quand même très très fort. Et en une seule séance de FT, finalement, il a pu retrouver une capacité érectile. Ah, d'accord. Ce qui m'étonnait quand même, parce que c'était pas un homme très jeune, c'était un homme justement de plus de 50 ans, et généralement, à partir de cet âge-là, les troubles d'érection commencent à apparaître. D'où mon étonnement, mais en une séance. D'accord. Mais ça, finalement, c'était un problème que j'appelle un problème sexuel, mais secondaire. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, à l'origine de ça, un épisode traumatique. Alors, l'hypnose, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Est-ce qu'il y a une différence entre l'hypnose et l'hypnothérapie? En fait, l'hypnothérapie, c'est la thérapie qui va utiliser l'hypnose. L'hypnose, pour faire court, c'est quelque chose, c'est une technique très ancienne. On s'imagine souvent l'hypnose avec une personne devant une salle. Oui, bien sûr. En fait, l'hypnose de spectacle perturbe un petit peu la perception qu'on peut avoir de l'hypnose. L'hypnose qu'on utilise en thérapie est une forme d'hypnose plus permissive, plus soft. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est pas à prendre le contrôle de la personne pour... c'est possible ça, de prendre le contrôle de la personne? En fait, non. Parce que ce qu'on voit dans les spectacles d'hypnose, c'est que, surtout ce qu'on ne voit pas, c'est que d'abord, on fait faire des tests aux personnes pour savoir celles qui sont le plus suggestibles possible. Donc c'est ces personnes-là qu'on va faire venir sur scène. Mais quand vous êtes sur scène, vous êtes en face d'un public avec un grand nombre de personnes, vous avez des caméras, vous avez des lampes dans la figure. Déjà ça, vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous êtes déjà en état modifié de conscience. Donc si les personnes ont été détectées comme étant extrêmement suggestibles, qu'elles arrivent là, donc leur niveau de stress est très élevé, il suffit que
L'hypnothérapeute, enfin l'hypnotiseur qui généralement est quelqu'un qui a beaucoup de pêche et qui maîtrise bien sa technique, fasse 2-3 choses pour que la seule manière de s'échapper à ce stress, c'est de suivre ce qu'il dit et donc, pouf, de partir en France. Mais est-ce qu'il y a une possibilité justement d'être décorrélé de son système de valeurs morales, par exemple? Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui est... Non. Alors, il y a eu des études qui ont été faites, hein, notamment par le KGB, je crois, ou par la CIA, justement, savoir si c'est possible de programmer quelqu'un pour le tuer. En fait, il faut le pousser tant mieux. Oui, d'accord, oui. Et, c'est intéressant, ça. Et en fait, non. C'est-à-dire que le libre arbitre est quelque chose de très puissant à l'intérieur de nous. Et si vous avez un hypnothérapeute qui, par mégarde ou par mauvaise intention, vous fait des suggestions qui ne sont pas OK pour vous, je peux vous dire qu'instantanément, vous revenez et... Voilà. Parce qu'il y a des hypnothérapeutes, je crois, qui ont été accusés de viol sur leurs patientes. Non? Oui, il y a eu des accusations, ça ne veut pas dire qu'elles ont été prouvées. Enfin... Il y a eu des cas... Mais ça porte à débat, en revanche, ce qu'il y a... C'est parce qu'il y a eu des vidéos, je crois. Mais alors, est-ce que justement, ces personnes, elles ont été dans quel état, justement, pour succomber, en fait? Bah, ça je sais pas. Mais c'est pas ça, je trouve, le plus intéressant. Aux États-Unis, il y a quelques années, on a commencé à emprisonner toute une vague de personnes accusées de pédophilie. Oui. Et il y a un juge qui, au bout d'un moment, s'est dit, mais c'est quand même un peu bizarre, là, soit il y a une épidémie, soit il se passe quelque chose. Et donc, ils ont repris les dossiers et ils ont regardé comment ils avaient été accusés. Et en fait, les enfants ont été interrogés sous hypnose. Et les thérapeutes qui les ont interrogés, ce sont des gens de bonne foi, hein, qui n'étaient pas du tout remis en question. Mais quand on a interrogé ces thérapeutes, ils se sont aperçus qu'ils étaient fondamentalement convaincus que ces enfants avaient été abusés. Et ils ont mis en évidence à cette occasion ce qu'on a appelé le False Memory Syndrome, c'est-à-dire le syndrome de la mémoire altérée. Et on s'aperçoit que si l'hypnothérapeute est fortement convaincu d'une chose, eh bien les inconscients se touchent pratiquement, on pourrait dire, et on peut faire passer une idée dans l'inconscient de l'autre. Et c'est ce qui s'est passé avec ces enfants. Donc ils ont réinterrogé les enfants avec un autre groupe d'hypnothérapeutes, et là les réponses étaient tout autres. Donc voilà, c'est bien ce qui a prouvé que il y avait eu, alors il n'y a pas eu manipulation, ce n'était pas intentionnel, néanmoins ça a été, il faut prendre des pincettes et surtout il faut faire attention à une chose, c'est que la position, l'alignement du thérapeute soit vraiment bien, quoi. L'alignement, ça veut dire que le thérapeute il doit être au clair avec lui-même. Il faut qu'il travaille sur lui. Et ne pas induire des choses à son patient, c'est très important. D'ouvrir, on ouvre. En fait, quand c'est on très fait une suggestion, c'est quelque chose qui ouvre et non pas une possibilité, c'est pas un faux choix. C'est important pour un thérapeute de travailler sur lui, de se faire superviser, parce que sinon il peut partir en vrille tout d'un coup. Les notions de transfert contre transfert, je dirais quelqu'un qui toute la journée est soumis à une tension, parce que nos patients, ils n'ont pas simplement des petits trucs, on en a beaucoup qui ont vraiment des gros problèmes. Donc comment est-ce que le thérapeute va réagir à ça? Comment est-ce qu'il va évacuer? Comment il se ressource? Ça, c'est des notions qui sont vraiment très importantes. Donc le principe de l'hypnose, puisqu'on en parlait, c'est que on va, avec l'hypnose, mettre la personne dans un état de transe, c'est-à-dire que son cerveau va se mettre à vibrer différemment. Et parce qu'il se met, on va en fait déconnecter le conscient, on va le pousser dans un coin et on va pouvoir faire des suggestions qui vont permettre d'aller activer des ressources à l'intérieur. En fait, on va donner à la personne plus de ressources, plus de moyens de prendre le contrôle sur elle-même, contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on regarde des spectacles d'hypnose. L'état de transe, par exemple, quand on lit un livre, cet état un petit peu, quand on se concentre sur une chose et qu'on oublie le reste, c'est un état de transe. Exactement. Vous êtes dans le train, vous regardez le paysage, puis toute votre attention part un petit moment, et puis finalement vous dites « Ah mais c'est pas possible, on est déjà arrivé ». Voilà. Quand on conduit simplement, hein, ce sont des états qui sont des états complètement normaux et qui se passent à plusieurs reprises.